aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire qu'on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. À chaque fois que je vois des images d'Israël, des plages de Tel Aviv, des restos, des boîtes de nuit, des festivals de street food, je pense à La Zone d'intérêt. La Zone d'intérêt, c'est un film de Jonathan Glazer. Et ce film montre comment on peut en fait cohabiter avec l'horreur. Évidemment, et Rima Hassan m'a gentiment invité à partager une pastèque avec eux dans le bateau. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va bien évidemment parler de la flottille de la liberté qui s'est fait arrêter par l'armée israélienne. Une initiative qui, selon moi, est une réussite totale quand on voit tout ce qu'elle a suscité. Allez, on commence tout de suite avec justement les images de l'arrestation. Je pense que tout comme moi, ces images ont choqué beaucoup de monde. Ils proposent des sandwichs et de l'autre côté, ils affament des femmes et des enfants en bloquant l'aide humanitaire à destination de Gaza. Mais l'information qu'il faut retenir, je pense, c'est que cette arrestation ne s'est pas faite dans les eaux territoriales de Gaza, dites disputées entre guillemets, elle s'est faite dans les eaux internationales. Ça, c'est délirant. Il y a un détail que l'on ne note pas ou pas suffisamment, qui est commenté partout ailleurs dans le monde, dans les pays arabes, dans les pays du Proche-Orient, en Chine, en Russie, c'est que la marine israélienne a arraisonné le bateau dans les eaux internationales. C'est-à-dire, elle n'a pas respecté le droit international. Alors nous, ça nous paraît un détail, mais pour tous les pays que j'ai cités, et depuis longtemps, pas que pour cette affaire, le droit international n'apparaît que comme le moyen pour l'Occident d'imposer sa loi au reste du monde. Et voir des pays occidentaux qui soit bafouent le droit international, soit ne mentionnent pas qu'il a été bafoué quand un autre pays le bafoue, ça les agace un petit peu. Et ils n'ont pas tort. Le droit international, c'est indivisible, tout le monde doit le respecter, même Israël. On ne se rend pas compte à quel point c'est grave. En bref, Israël montre qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, personne ne va lever le petit doigt. Et certainement pas la France. Je précise que sur ce bateau, il y a une députée française ainsi que des ressortissants français. Pourtant, Macron a tout ce qu'il faut pour hausser le ton. Eh bien non, il va faire prout une nouvelle fois. Évidemment, tout ça a été suivi avec beaucoup de vigilance par le Quai d'Orsay. Et je dirais deux choses très simples. D'abord, la France est vigilante et aux côtés de tous ses ressortissants lorsqu'ils sont en danger. Et donc nous avons évidemment passé tous les messages pour que la protection soit assurée à l'égard de nos ressortissants, que la protection consulaire à laquelle ils ont droit soit assurée et qu'au plus vite, dès qu'ils auront eux-mêmes signé les autorisations, ils puissent retrouver le sol français. En bref, c'est un énorme prout. Des ressortissants français sont arrêtés dans les eaux internationales par une puissance étrangère et tout ce qu'ils demandent, c'est qu'ils soient renvoyés en France. C'est délirant et honteux comparé au président brésilien qui, sur le sujet israélo-palestinien, est direct et sans concession. Le Brésil a reconnu un État palestinien. Expliquez aux Français, de votre point de vue, qu'est-ce que ça changerait? Pourquoi, selon vous, la France devrait reconnaître un État palestinien? Car cela serait un geste politique d'une ampleur extraordinaire de la part de la France. Parce que c'est un pays qui a fait une révolution. Un pays qui ne peut pas être d'accord avec le génocide qui est en cours à Gaza. Ce n'est pas une guerre. C'est un génocide. Des femmes, des enfants sont les grandes victimes de l'armée israélienne. On doit créer l'État palestinien. Que les territoires démarqués en 1967 soient garantis par l'ONU pour qu'il y ait un territoire palestinien. Et pendant ce temps-là, Macron n'a même pas fait le minimum, c'est-à-dire convoquer l'ambassadeur d'Israël, qui lui peut tranquillement déverser sa propagande, ses mensonges dans les médias français. J'ai vérifié ça juste avant de rentrer dans le studio. Le bateau a été arraisonné immédiatement quand il est rentré dans la zone israélienne, dans les eaux territoriales israéliennes. Pas avant. On a attendu. Alors que des élus de la République disent autrement, c'est du fake, comme ils ont fait jusqu'à présent. Attendez, donc c'est-à-dire, monsieur l'ambassadeur, que quand
un certain nombre de chancelleries, des responsables politiques et dans un instant on entendra comme la Turquie. Des États comme la Turquie disent que cet arraisonnement, que cette interception était illégale. Vous revendiquez ce soir... Non, je ne revendique pas, je dis d'une façon très claire. Le droit qu'avait Israël d'intercepter ce bateau. Je peux vous dire d'une façon très claire que l'armée nous est, avant de rentrer ici, disait d'une façon très claire, ils ont été arrêtés, arraisonnés, c'est ça exactement quand ils sont rentrés dans les eaux territoriales israéliennes. Il ment éhontément et personne ne lui coupe la parole. De toute façon, on a bien pu constater ces derniers mois la soumission des médias français lorsqu'ils recevaient cet ambassadeur ou bien Olivier Rafovitz, le porte-parole de Tsahal. Donc aujourd'hui, celui qui ne voit pas, c'est qu'il ne veut pas voir que la grande majorité des journalistes et médias reprennent mot pour mot la propagande sioniste. Et je vais vous le démontrer encore une fois. Écoutez d'abord Meir Habib, qui est le porte-parole direct de Netanyahou. Évidemment, et Rima Hassan m'a gentiment invité à partager une pastèque avec eux dans le bateau. Moi, je vais bientôt lui amener des oranges en prison si jamais elle est emprisonnée. Parce que cette opération, alors elle a voulu absolument rentrer en Eretz Israël, elle est rentrée en Israël aujourd'hui, mais elle est rentrée par des moyens... J'ai plutôt l'impression que nos téléspectateurs ont trouvé cette flottille plutôt ridicule et que finalement, ils n'ont pas eu les images qu'ils voulaient, c'est-à-dire de la méchante armée qui arrive les armes à la main. Alors, est-ce qu'on a parlé de cette flottille? Évidemment, je suis d'accord avec Madame Palomba. La réponse, mais attendez, mais je vous ai pas interrompu, madame. Après, vous parlerez. Évidemment, on en a parlé sans arrêt. Mais c'est tellement ridicule. Si on veut parler d'humanitaire, parlons-en. Eux, c'est une opération de com et tout le monde rentre dans le panneau. Mais il n'y a rien à faire. Maintenant, je vais vous faire écouter ce qui se dit sur BFM. C'est exactement la même chose. Tenter de ridiculiser une initiative qui, je le rappelle, visait à rompre un blocus qui cause une famine en ce moment. Ce qui se passe sur ce bateau est assez pathétique. Enfin, je veux dire, c'est indigne ce cirque autour de oui ou non, le bateau de Rima Hassan va-t-il arriver jusqu'à la bande de Gaza au regard de ce qui est en train de se passer à Gaza. Et elle le sait très bien, Rima Hassan, qui assez souvent d'ailleurs flirte avec l'antisémitisme, mais sans jamais, enfin tout en faisant en sorte de ne pas tomber sous le coup de la loi. Je précise au passage qu'il y a dans ce bateau un militant, Thiago Avila, qui était au funérailles d'Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah qui a été tué. Donc il n'y a pas que des gens non violents qui sont là uniquement pour aller en paix voguer vers Gaza. Donc l'attention est complètement décentrée sur un groupe de personnes qui sont loin d'être toutes respectables. Ils ont vraiment du mal à cacher leur hostilité envers Rima Hassan. C'est incroyable. C'est tellement flagrant cette hostilité que sur RTL, Isabelle Saporta va aller jusqu'à dire que la flottille pour la liberté a rendu sympathique l'armée israélienne. Oui, les enfants de Gaza méritaient mieux que cette croisière de selfies, que ce grand cirque du narcissisme avec une Greta Thunberg ayant opportunément quitté le rôle d'influenceuse climat pour endosser celui d'influenceuse Gaza, que cette hystérisation des tensions avec cet abordage de l'armée israélienne survendue avant qu'il ne survienne comme ultra-violent, une armée qu'on verra pourtant quelques heures plus tard distribuer eau et sandwich aux contestataires, transformée malgré eux en agents de la communication de Tsahal. Une armée qui, grâce à ses idiots utiles, paraît sympathique et nous ferait presque oublier sa responsabilité dans les horreurs de la guerre. Parce qu'ils ont distribué quelques sandwichs, alors les bombardements et la famine en oublient. Je pense sincèrement que le décalage entre le monde médiatico-politique et le peuple va créer quelque chose de mauvais dans les mois ou années à venir. On en a eu un prémisse avec les Gilets jaunes, parce que la majorité du peuple ne peut plus se taper ce genre de journaliste. Tout cet épisode a été assez long, assez gênant en réalité, parce que bon, c'était des séquences Instagram avec des influenceuses très maquillées, très joyeuses, qui vous expliquent apporter pour 30 jours de couches pour quelques familles palestiniennes. Il y avait une espèce de décalage. Je pense qu'il y a de la déception aujourd'hui chez Rima Hassan, parce que ce qu'il cherchait, c'était un affrontement violent. Il voulait déclencher une réaction d'Israël qu'il pourrait mettre en scène. Il cherchait l'affrontement, donc cet affrontement n'a pas lieu, ce qui était aussi le but d'Israël, qui avait bien vu venir l'opération de com et la manipulation en fait. Voilà encore une preuve, des journalistes qui sont en réalité des militants. À la limite, sur BFM et CNews, ce sont des chaînes privées. Mais aujourd'hui, ce militantisme se retrouve sur le service public. France Info, qui se met à plat ventre lorsqu'ils reçoivent Olivier Rafovitz, font passer un véritable interrogatoire aux membres de LFI
qui ont le malheur de défendre un tant soit peu la Palestine. Regardez. Il y a beaucoup de causes humanitaires dans le monde et on voit assez peu de députés débarquer sur des bateaux, dans des avions et effectivement communiquer et mettre en scène, parce qu'on peut aussi le dire comme ça, on a vu des scènes, on va peut-être voir les images de Rima Hassan et les autres qui sont à bord du bateau, on leur distribue des sandwichs, ils les refusent, ils les prennent pas, on sourit plutôt à la caméra. Voilà, c'est quand même une mise en scène. Avait-il besoin que Rima Hassan soit à bord de ce bateau? En fait, c'est ça la question. Dans ce bateau, il y a finalement assez peu d'aide humanitaire. C'est une goutte d'eau par rapport aux besoins et par rapport même à certains camions. En tout cas, cette tentative, concrètement, elle a servi à quoi? Elle a servi à mettre les projecteurs sur le fait qu'il y a une famine organisée à Gaza. On le sait. On le sait. Tout le monde ne le sait pas et tout le monde ne le reconnaît pas. On sait qu'il y a une famine à Gaza. Pardon, mais en quoi ça montre que c'est une famine organisée, le fait que le bateau était intercepté? Sauf que, pardon, mais vous saviez que ce bateau allait être intercepté. Les autorités israéliennes l'avaient dit. Un interrogatoire digne du Mossad. Voilà pourquoi certaines personnes trouvent aujourd'hui que France Info entre dans la liste des médias dits fachos. Ils ont le droit de le dire en réalité, mais apparemment non. Regardez cette séquence hallucinante où une journaliste de France Info va tenter de frapper un manifestant qui traite sa chaîne de facho. Cette nuit. Par ailleurs, vous le voyez, la place s'est remplie. Il y a beaucoup il y a actuellement des tambours, beaucoup de kéfiers, beaucoup de drapeaux palestiniens, et puis pour le moment, une présence policière plutôt discrète. On a pu voir uniquement un compartiment de police qui était ça va bien, oui. Merci à vous, Éléonore Bailly. Et Éléonore, faites attention à vous. On a vu cette image. Le pire dans tout ça, c'est que malgré les images où on voit clairement la journaliste agresser le manifestant, ils tordent encore une fois la réalité. Écoutez ce communiqué. Soutien total à notre journaliste verbalement et physiquement agressée ce soir dans le cadre de la couverture d'une manifestation Place de la République alors qu'elle exerçait simplement son métier. Rien ne justifie la violence contre les journalistes. La liberté d'informer est un droit fondamental, liberté de la presse. Voilà, donc ça risque de péter, parce que pour leurs collègues tués en Palestine, ils n'ont rien dit. Mais une collègue qui veut taper un manifestant pro-palestinien, ça mérite un communiqué. En tout cas, toute cette propagande n'a pas empêché une mobilisation monstre hier à Paris pour soutenir la flotille de la liberté. Alors dans un premier temps, tout se passait bien. Regardez, les policiers sont calmes. On a quand même l'impression d'être face à des Stormtroopers, mais à part ça, tout va bien. Et d'un seul coup, c'est parti en vrille. Coup de matraque, insultes, salade tomate oignon, la totale, comme d'habitude. Et regardez cette séquence qui montre bien que la police est profondément militante et en grande partie proche de l'extrême droite. Mais on en parlera juste après. Pour l'instant, écoutez bien ce policier qui va dire clairement à un manifestant « Va en Palestine si tu as des couilles ». J'ai dit t'as rien en Palestine, il y a quelque chose de mal. Ferme ta gueule, va en Palestine, t'as des couilles. Hein? Comment vous êtes plus Qui va vous parler comme ça? Regardez ce qu'ils m'ont fait. Vous parlez aux gens. Arrêtez, hein. Non, ça dégage. Allez, écartez-vous, madame. Écartez-vous. Mais c'est pas nous, il faut Allez. non? C'est pas grave, allez. Bah si c'est grave, si. Regardez sur les réseaux, tous les identitaires d'extrême droite ressortent exactement cette phrase. Et est-ce qu'il aurait osé dire ça à un manifestant pro-israélien? Je ne pense pas. Donc il y a quand même une différence entre la police qui encadre et même défend des manifs néo-nazis et celle qui fracasse les gilets jaunes et les pro-palestiniens. Et aujourd'hui, ils fracassent du pro-palestinien aussi parce que le Rassemblement national s'est mis à plat ventre devant le sionisme, tout simplement. Quelle est votre position? Est-ce que par exemple le Rassemblement national dit peut-être qu'il faut une occupation durable de Gaza?
Une occupation par l'armée israélienne. Par l'armée israélienne. Enfin, encore une fois, on est souverainiste, donc on va laisser la population israélienne. Nous, on cautionne pas forcément le jusqu'au boutisme de Monsieur Netanyahou, mais on va laisser les Israéliens décider par eux-mêmes. Mais une chose est sûre, il faut, oui, éradiquer le Hamas, qui est un mouvement terroriste. Donc vous ne soutenez pas, vous venez de le dire, le jusqu'au boutisme de Netanyahou. Est-ce qu'il faut des sanctions contre Israël? Non, enfin, pourquoi? Juste pour préciser, sur ce bateau, il y avait de l'aide humanitaire. Vous convenez qu'il faut ravitailler Gaza ou pas? Oui, mais absolument. Il faut de l'aide humanitaire à condition qu'elle ne soit pas confisquée par le Hamas. Comment on fait alors? Parce que c'est ce qui se passe. Quand elle est distribuée, quand elle part généralement ça part d'Égypte. Il y a des convois qui pénètrent dans Gaza. On sait très très bien qu'il y a une grande partie de cette aide humanitaire qui est confisquée par le Hamas. Est-ce qu'il faut qu'Israël facilite l'envoi d'aide humanitaire à Gaza? Il faut qu'elle soit distribuée à la population civile. Sur accord du gouvernement israélien, ce qui n'est pas le cas. Mais non, mais encore une fois, on sait que le Hamas confisque une partie de cette aide humanitaire. Donc le gouvernement israélien n'y est pour rien selon vous? Le gouvernement israélien, il se protège, si vous voulez. Israël, c'est quand même notre premier bouclier contre l'islamisme. Pardon, Philippe Ballard, soyons quand même très précis. Aujourd'hui, une bonne partie de Gaza, il y a l'armée israélienne qui intervient, et c'est l'armée israélienne aussi, dit-elle, pour se protéger, qui dit voilà, on limite l'aide humanitaire. Vous avez employé le mot, l'armée israélienne protège son territoire. Il sait très bien que c'est du pipeau, mais il reprend tous les éléments de langage d'Israël. C'est affligeant. On voit très bien qu'il n'est absolument pas sincère, mais qu'il fait ça par opportunisme politique. Et justement, je voulais vous partager un extrait de Johann Chapoutot, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et qui explique comment les nazis sont arrivés au pouvoir. C'est glaçant. Observez à quel point c'est exactement la séquence politique que nous sommes en train de vivre. Non pas contre les juifs, mais contre les noirs, les arabes, les musulmans. En 1932, vous avez au pouvoir des libéraux autoritaires. Ce sont des libéraux autoritaires qui baissent inexorablement dans les élections, ils perdent de manière répétée. Ils se résolvent à ce qui leur apparaît comme étant la solution la plus raisonnable et rationnelle, c'est-à-dire l'alliance avec l'extrême droite. Les nazis de 1932, c'est l'extrême droite, c'est la raison sociale de l'extrême droite. Ce n'est pas Treblinka, ce n'est pas Auschwitz, la Shoah n'est pas là. Oui. Les nazis d'ailleurs, qui sont antisémites radicaux, rabiques et obsessionnels. Ils le sont, oui. Par contre, ils ont compris, puisqu'ils raisonnent en termes de marketing politique, que l'antisémitisme ne profite pas électoralement. Ça flatte la base, qui vote pour eux de toute manière, mais ça ne permet pas de gagner des parts de marché. Ils raisonnent comme ça. Et donc, ils mettent en sourdine leur antisémitisme entre 29 et 32 pour insister sur le marxisme. Et, dès lors, en historicisant les choses, on comprend mieux pourquoi les élites de l'époque ont fait le choix des nazis. Parce qu'au fond, c'est l'extrême droite classique. On est d'accord avec elle sur à peu près tout. On est antisémite aussi, avec les nazis, ça, il n'y a pas de problème. Ça protège les puissants, quoi. Mais par contre, personne n'imagine, et les nazis non plus, la Shoah. Ça, c'est un processus qui va s'enclencher de manière brutale à l'été 1941, au moment de l'invasion de l'URSS. Ça ne figure pas dans Mein Kampf, par exemple? Non, la politique nazie, c'est une politique médiévale. C'est les juifs dehors. Alors pourquoi aujourd'hui tout ça pourrait être possible? Selon moi, c'est qu'une partie de plus en plus grande du peuple occidental est prête à ça, à cause en grande partie des élites qui jouent sur leur affect raciste, en leur faisant croire que si leur vie est de plus en plus dure, c'est non pas à cause d'une élite qui s'en met plein les poches sur leur dos, mais à cause de l'ennemi commun qui en général est le moins bien loti. Et par faiblesse ou facilité, les fachos veulent bien y croire. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui ils sont soumis ou alliés entre guillemets aux sionistes. Car s'ils en ont l'occasion, ils feront exactement comme dans le film La Zone d'intérêt. Ils cohabiteront avec l'horreur. À chaque fois que je vois des images d'Israël, des plages de Tel Aviv, des restos, des boîtes de nuit, des festivals de street food, je pense à La Zone d'intérêt. La Zone d'intérêt, c'est un film de Jonathan Glazer qui a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui raconte l'histoire réelle d'un commandant du camp de concentration d'Auschwitz qui vivait juste exactement à côté du camp de concentration avec sa femme et sa petite famille blonde aux yeux bleus. Et ce film montre comment on peut en fait cohabiter avec l'horreur. Ce film a eu un grand succès critique et a même décroché l'Oscar du meilleur film étranger. Et le réalisateur, Jonathan Glazer, lors de son discours, a clairement exprimé que même si son film traite de la Seconde Guerre mondiale, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui... Et en fait, Israël, c'est vraiment ça. C'est la zone d'intérêt. Ce sont des gens qui ne voient aucun problème à se dorer la pilule sur la plage, à se goinfrer dans des restos alors que des gens meurent de faim à 70 km, genre à 1 heure en bagnole, des enfants souffrent d'une famine orchestrée par leur gouvernement. Aujourd'hui, c'est une réalité en Israël, une réalité qui est soutenue par les identitaires d'extrême droite un peu partout en Europe,
qui vont même jusqu'à défendre des militantes franco-israéliennes comme Nili Kufernaori ou Rachel Twitou, qui se vantent d'arrêter l'aide humanitaire en comptant les camions qu'elles réussissent à stopper. Vous vous rendez compte de l'horreur que c'est? Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit. On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Bien heureusement, elle aussi est visée par une enquête du parquet national antiterroriste pour complicité de génocide. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, c'est important, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas on est ensemble, ciao.